Un grand salut à tous les organisateurs et participants à ce sommet de la finance version l'année 2021. Mesdames et messieurs, je réponds à l'appel de Robert Parrett qui m'a demandé de faire un keynote speech, discours auquel il a donné le titre suivant: Former du capital humain, quel rôle pour les universités haïtiennes? Dans la tradition des conférences internationales, ce genre de discours requiert une présentation conçue pour donner le ton à l'ensemble des activités prévues. Une telle présentation doit aussi lancer un très important message qui devra rester gravé dans la mémoire des participants et peut-être même dans celle de tout un segment de la société. J'espère que mes longues années d'enseignant-chercheur au niveau universitaire et de doyen de faculté, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger, me permettront d'apporter un plus grand éclairage sur le rôle important des universités pour Haïti et ainsi apporter un grain de sable de la construction de nouvelles possibilités de formation, recherche et autres activités universitaires mises à la disposition de la jeunesse haïtienne en vue de l'avancement socio-économique aussi bien que la stabilité politique du pays. Une note, cependant, est de mise dès le début de ce discours. L'école et les centres de formation, à quel niveau que ce soit, jouent toujours un rôle de premier plan dans le développement d'un peuple. Apprendre à lire et à écrire à toute la population doit toujours être l'objectif de base dans toutes les sociétés humaines. Cet apprentissage ne se fait pas à l'université, mais fidèle à la demande qui m'est réclamée, je circonscrirai mes remarques au seul niveau universitaire. Officiellement, le rôle prépondérant du capital humain dans l'analyse des faits économiques a pris son grand essor lors du très fameux discours d'inauguration du professeur Theodore Schultz, Université de Chicago, lors de son ascension à la présidence de l'Association des économistes américains en 1960. Ce discours arriva dans le contexte d'une vive discussion entamée depuis tantôt 10 ans autour des causes explicatives de la croissance économique des pays développés. Bien sûr, depuis plus de 150 ans, les économistes avaient toujours mis l'accent sur l'importance du capital, tant physique que financier, dans la croissance économique du pays. Il suffit de penser à Adam Smith, à David Ricardo et à Karl Marx pour en être convaincu. Mais dans la décennie des années 1950, un jeune économiste et futur prix Nobel du nom de Robert Solow, MIT, suite à une analyse minutieuse des différents intrants donnant lieu à la croissance de l'économie, avait conclu dès 1956 que l'augmentation de la quantité d'intrants, capital, main-d'œuvre et autres ressources, ne pouvait pas expliquer les fortes augmentations dans les extrants observés, c'est-à-dire le produit national brut. Il a donc conclu qu'il existait des causes qualitatives
capable de mieux expliquer les phénomènes de croissance économique. Il proposa alors que les changements technologiques introduits dans les processus de production étaient les plus grands responsables de l'amélioration des niveaux de vie des populations. D'autres économistes, après lui, réalisèrent des études similaires utilisant des données d'autres pays développés et certains pays en développement. Ils ont trouvé des résultats analogues à ceux de Robert Solow, érigeant ainsi sur un plus grand piédestal l'apport essentiel du changement technologique dans la croissance économique, tout pays confondu. En d'autres termes, plus que l'augmentation de la quantité des intrants, c'est la productivité de ces intrants qui est le grand responsable de la croissance économique. Cette conclusion, aujourd'hui encore, demeure aussi solide que le roc. L'apport de Schultz réside dans son argument que le capital physique n'est pas tout dans la vie. C'est l'ouvrier qui utilise ce capital physique et cette technologie. L'ouvrier doit recevoir une formation supplémentaire pour travailler avec une nouvelle machine. Toute forme d'apprentissage à l'école ou bien sur le tas, c'est-à-dire on the job training, constitue potentiellement une augmentation de la capacité de production des hommes et des femmes au travail. Donc, il faut parler aussi du capital humain. Dans ce sens, les dépenses pour l'école et autres centres de formation ne sont pas des dépenses de consommation. Elles constituent des dépenses d'investissement. Désormais, nous devons parler des investissements dans le capital humain. Plus tard, d'autres économistes et futurs prix Nobel démontreront que l'amélioration de la santé constitue aussi du capital humain, soit en augmentant le nombre d'années de vie productive, soit en diminuant les jours de maladie. Bien sûr, sans les universités, d'où viendront les médecins qui aident à nous maintenir en santé? Sans les ingénieurs, qui pourront créer les infrastructures pour nous procurer à proximité de l'eau potable, source de vie, pour ouvrir les routes larges et moins larges, permettant la production d'arriver aux utilisateurs? Sans les ports et aéroports, comment se fera le commerce avec les contrées lointaines? Sans les agronomes, comment faire augmenter le rendement à l'hectare pour une plus grande disponibilité des aliments destinés à la population? Et la liste peut continuer. Tous les détenteurs de ces professions doivent endurer de longs cycles de formation dans les universités. Donc, un pays qui n'investit pas suffisamment dans l'éducation universitaire n'a pas de sérieuses aspirations au développement socio-économique. La situation universitaire d'Haïti, dans ce sens-là, n'est pas au beau fixe. Pour une population de 11 à 12 millions d'habitants, nous n'avons pas les médecins nécessaires en quantité et globalement parlant, en qualité non plus. Cette même évaluation est valable pour les professeurs d'école, les ingénieurs sanitaires responsables de l'approvisionnement en eau potable et en évacuation des eaux usées, ceux des ponts et chaussées, les ingénieurs électriciens, ceux de l'irrigation des terres plates et du contrôle d'érosion en montagne, car les ingénieurs travaillent aussi pour combattre l'érosion. Nous n'avons pas non plus un nombre adéquat d'experts comptables responsables de la vérification de nos comptes. Le personnel de secrétariat aura du mal à fournir l'assistance aux responsables de l'organisation. Les agents de sécurité
vont aussi faillir dans leurs tâches, et j'en passe. Dès lors, le système universitaire haïtien a une très longue liste d'activités supplémentaires à entreprendre pour mettre ce pays en rail. La liste est trop longue pour tout énumérer. Je vous propose un schéma simplifié, cependant utile, pour provoquer vos réflexions et faciliter la conception des améliorations à entreprendre aujourd'hui et demain. Le travail des universités peut être divisé au moins en trois grandes catégories. L'enseignement proprement dit à cette jeunesse estudiantine universitaire. 2. Les recherches et publications, aussi bien de nos penseurs avancés que ceux en herbe. 3. La divulgation de connaissances utiles à des non-universitaires et au public en général, moyennant séminaires, ateliers, conférences et un amalgame de cours de courte durée. Ces trois genres d'activités s'offrent au moins dans 4 grands champs du savoir. Premièrement, les sciences physiques et naturelles, c'est-à-dire la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, la technologie de l'information et de la communication et autres. Ce champ est totalement nécessaire dans la formation des médecins, ingénieurs, agronomes, etc. 2. Le champ des sciences sociales, c'est-à-dire l'histoire, les sciences politiques, la géographie, l'économie, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, etc. Tous des sujets importants à la compréhension des problèmes du vivre ensemble et comment les résoudre en tant que société. 3e catégorie, les sciences de la gestion, la comptabilité, la finance, la gestion des opérations, le marketing, la gestion des ressources humaines, la stratégie d'entreprise, la stratégie économique du pays et autres, toutes choses de grande utilité pour une meilleure utilisation des ressources conçues comme rares, y compris le temps et l'espace. 4e champ d'activité, le domaine tant important de l'art et des sensibilités humaines. Nous parlons de la littérature, la peinture, la philosophie, le droit, la religion, etc. Domaine totalement dévoué à une meilleure connaissance de notre culture, de nos droits et devoirs de citoyens, les sentiments résidant dans nos cœurs et nos âmes d'êtres humains, vivant ensemble dans nos communautés et dans la patrie commune. Aucune des universités haïtiennes n'offre à elle seule l'ensemble de ces disciplines. Ce serait trop demandé. Mais certaines de ces disciplines ne sont enseignées nulle part au pays ou sont disponibles à un nombre excessivement insuffisant de personnes pour répondre au bien-être de la société. De plus, il existe un nombre trop réduit de professeurs à plein temps dans nos universités, publiques ou privées. Sur plusieurs années, le financement de l'État accorde rarement 1% de son budget à l'Université d'État d'Haïti. Professeurs, directeurs, doyens et recteurs n'ont presque rien pour travailler avec. Le nombre grandissant de jeunes voulant des études universitaires se voit obligé d'aller dans les universités privées, même avec des frais scolaires plus élevés. Ces dernières n'arrivent pas souvent
à mieux faire. Bon nombre d'universités d'État aujourd'hui en province ne sont pas administrativement rattachées au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Le pourcentage des licenciés à chaque promotion reste faible, en grande partie parce que l'exigence d'un mémoire de sortie s'est convertie en goulot d'étranglement par manque de professeurs pour superviser ces travaux de recherche. Le manque de financement adéquat est souvent la cause majeure de ces difficultés. Pour remplir son véritable rôle, les universités haïtiennes ont besoin d'infrastructures, de laboratoires, de bibliothèques, de professeurs à plein temps, d'administrateurs visionnaires capables d'innover et du financement pour se les procurer. Nous considérons que nous pouvons identifier au moins 5 sources légitimes de financement pour le secteur universitaire. 1. Bien sûr, l'État, parce que c'est un peu sa grande responsabilité aussi. 2. Les dons volontaires en provenance des fondations privées haïtiennes et étrangères à but non lucratif. 3. Les dons et autres types de contrats en provenance des entreprises nationales et internationales évoluant au pays. 4. La diaspora elle-même. 5. Les institutions de développement international représentées en Haïti. L'État, en accordant que 1% de son budget à l'Université d'État d'Haïti, démontre clairement que la formation universitaire ne constitue pas une de ses priorités. Ce qui implique que le développement réel ne se retrouve pas sur son agenda. Quel dommage. Les fondations privées doivent reconsidérer leurs priorités, à mon avis, et leur budget pour accorder plus d'espace aux besoins insatisfaits du secteur universitaire. Leurs besoins de toutes sortes sont énormes. Certaines fondations ont déjà mis d'importantes ressources dans l'édification des infrastructures d'écoles primaires en province. C'est bien. Il faut aussi penser aux infrastructures universitaires publiques et privées, leur dotation en équipements, laboratoires, bibliothèques, ordinateurs et autres. Elles peuvent même élire, c'est-à-dire les fondations, peuvent même élire les champs de connaissances de leur choix, c'est-à-dire ce sont les sciences naturelles qui nous intéressent, donc nous priorisons les sciences naturelles. Ou bien, ce sont les sciences de la gestion qui nous intéressent, nous priorisons les sciences de la gestion. Ce sont les sciences sociales qui nous intéressent, nous voulons aider à construire de bonnes écoles dans le domaine des sciences sociales. Ou bien, tout simplement, Haïti est rempli d'art et des études littéraires, nous voulons appuyer la publication de ce que nous avons produit en termes d'art et d'études littéraires. Les entreprises publiques et privées peuvent aussi considérer un appui même partiel au paiement des frais scolaires de leurs propres employés, certainement les plus prometteurs. L'appui peut prendre la forme de dons ou de prêts sur une période acceptable. L'appui peut même financer des cours de courte durée sur des sujets précisément utiles à la productivité de l'entreprise. En présence de garanties, certaines formes de crédit pour payer les frais scolaires pourraient prendre naissance. La diaspora présente un potentiel intéressant et abordable si la crédibilité est présente. Certainement, le modèle GoFundMe qu'on connaît offre une possibilité réelle si l'organisateur est fiable
et couvre le pays en dehors et donne des rapports transparents. Les institutions internationales, aujourd'hui, ne prêtent plus à l'État haïtien pour des raisons de manque de transparence et de trop grande faiblesse dans la capacité d'absorption des accords de prêt. Ces institutions donnent cependant des dons à l'État même dans les circonstances présentes. Pouvons-nous engager le dialogue nécessaire à l'application d'une partie de ces dons au secteur universitaire? Voilà, à mon avis, quelques pistes de réflexion que je vous livre aujourd'hui à l'occasion de ce sommet. Des décisions en ce sens fournissent au secteur privé une grande opportunité de contribuer à la construction des fondements solides et durables de la patrie commune. Ce serait un acte formidable de leadership de la part du secteur privé et du secteur financier du pays, précisément à un moment où d'autres secteurs se retrouvent en plein effondrement. La population saura apprécier. Beaucoup d'entre vous auraient acquis une base supplémentaire de légitimité. À bon entendeur, salut.